certaines accusations naissent potentiellement de blessures affectives, de confusion, d'un désir peut-être inconscient, de revanche. Donc vous pensez que c'est plus courant que ce qu'on pense, si je comprends. C'est probable. Et ça, je trouve que c'était assez important de mettre en exergue finalement ce que l'environnement est capable finalement d'inventer comme histoire simplement par rapport à quelque chose qui n'aurait pas arrivé. La société justement nous a plongé dans ces réactions un petit peu facile de dire voilà, il y a eu une femme qui est blessée, qui souffre, c'est forcément lié à une agression sexuelle. C'est un peu le message qu'on nous fait passer dans les médias aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on entend. Et je pense que c'est même presque ennuyeux par rapport aux vraies victimes. C'est embêtant de se laisser entraîner justement vers des accusations semblables dans des cas où c'est pas tout à fait la vérité. Oui, c'est pas justement à cause de hashtag MeToo et puis de la prolifération de ces plaintes qu'on a de plus en plus de méfiance justement vis-à-vis des plaintes qui sont amenées devant les tribunaux. Ouais. Je crois qu'il y a une dilution et que ça à mon avis, c'est contre-productif pour les vraies victimes et elles, ça les pénalise. On ne peut pas dire tous les hommes sont des violeurs et toutes les femmes sont des victimes. C'est facile. Et c'est très 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 dangereux. Les hommes et les femmes sont complémentaires. C'est cette complémentarité qui permet à l'espèce de survivre. Enfin, je veux dire, et on ne peut pas monter les hommes et les femmes les uns contre les autres. Et insidieusement, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et je trouve que c'est extrêmement dangereux. Mais c'est très très dangereux de manière macroéconomique. Enfin, je veux dire, et même biologique. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce phénomène montre un ressort méconnu. L'environnement social peut fabriquer un récit en interprétant un silence, une détresse, une humiliation amoureuse. Mais les motifs peuvent aussi se décliner autrement. Colère, jalousie, envie de vengeance, comme on l'a vu récemment. N'importe quelle force, sentiment ou élément négatif peut pousser en fait à la réalisation de ce projet malsain. Ce n'est pas excuser les violences réelles, ah non, calmez-vous. C'est constater qu'il existe des erreurs de construction narrative dans des contextes émotionnels. Et quand on prend donc le parallèle avec le cas Elysia Fugu, on a là une jeune femme qui vient de perdre sa relation parce qu'elle n'a pas cessé de mal se comporter. Et une fois que ces manipulations ne prennent plus, elle entre dans une profonde rage, elle veut se venger et elle crée donc une version de l'histoire rocambolesque sous les conseils dérangés de son ami pour donc ruiner la vie et la carrière de son ex. Depuis l'onde de choc du mouvement #MeToo, notre espace public a modifié ses réflexes moraux. Écouter la parole des victimes, dénoncer les prédations occultées, briser le mur du silence. Cette avancée est décisive. Néanmoins, elle s'est souvent doublée d'un tabou. Mettre en doute un récit, même avec prudence, devient suspect désormais. Or, la justice libérale repose sur deux piliers indissociables, l'accueil des victimes et la présomption d'innocence. Il y a de cela quelques mois, je suis tombée sur une vidéo dans laquelle on interviewait une romancière qui a fait un choix éditorial particulier qui m'a agréablement surpris. Son roman La question interdite de Valérie Gans et l'interview qui l'accompagne place ce paradoxe au cœur d'une fable contemporaine. Chirine, 14 ans, accuse Adam, 40 ans, de ce que vous pensez très bien, mais 20 ans plus tard, rongée par le remords, elle révèle que l'agression n'a jamais eu lieu. Entre-temps, Adam s'est ôté la vie, laminé par la vindicte sociale et la solitude. Ce débat pose donc la question interdite. Et s'il n'y avait jamais eu de V? Peut-on seulement formuler cette question sans être rejeté quand l'injonction dominante est de croire les victimes sur parole? Le récent cas Elysia versus Fugu nous a montré à suffisance que ça peut être dangereux de questionner cette nouvelle façon de voir la justice. Forcément, on arrive très vite à cette conclusion. Comment une morale de la croyance immédiate a pu glisser dans certains contextes vers une justice émotionnelle qui abîme à la fois les innocents, les véritables victimes et la qualité du débat public? Alors ensemble, on va articuler cette petite analyse en 3 mouvements. On va parler d'abord du dogme de la croyance absolue et l'élargissement sémantique, on peut dire, du crime qu'est le V. Ensuite, du tribunal médiatique, la vitesse et la mise à mort sociale. Et en dernier, donc, les coûts humains, politiques et culturels avec un parallèle donc sur le cas Elysia Fugu, avant éventuellement d'essayer de conclure avec des pistes de rééquilibrage. Avant qu'on ne continue, n'hésitez pas tout au long de la vidéo à lâcher un like et à vous abonner. Mais aussi et surtout à aller faire un tour sur ma nouvelle chaîne gaming et animé. Les activités ont repris et un nouveau format est désormais disponible. Le lien de la nouvelle vidéo est juste dans le commentaire épinglé. Bon visionnage. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que tout au long de l'interview, la romancière rappelle que son ouvrage, rien que de par sa thématique, a essuyé de nombreux refus éditoriaux parce qu'il heurtait un dogme implicite. La femme est forcément
forcément victime, l'homme forcément prédateur. Donc, on croit la victime. Ça me rappelle une vidéo sur laquelle j'étais tombée dans laquelle une femme se faisait interviewer par un assez célèbre chroniqueur. Et à la première question, le monsieur lui demande si elle est mariée. Elle dit oui. Et par la suite, il demande si est-ce que son mari est heureux. Elle pouffe de rire en lui disant que c'est très inhabituel comme question. D'habitude, on lui demande si elle est heureuse dans son mariage. Et au monsieur de répondre que oui, c'est vrai, mais ces interviews sont d'un autre genre. Alors, il réitère la question, mais la dame reste silencieuse. Son visage se froisse, se décompose même, je dirais, et elle refuse de répondre à la question. Prouvant donc, en effet, qu'il y a un mal-être qu'elle ne veut pas avouer ou alors qu'elle ne veut pas se l'avouer elle-même. C'est triste à voir. Bref. Le doute méthodique, indispensable à toute enquête, se trouve alors criminalisé moralement. Au lieu d'essayer de distinguer prudence épistémique et déni, on amalgame toute question à une hostilité contre les femmes. Ce réflexe a donc un coût. Il étouffe la complexité des situations humaines, ambiguïté affective, malentendus, pression d'environnement et désarme le débat public. Dans cette atmosphère, la question interdite n'est pas seulement un roman, c'est un acte de résistance intellectuelle rappelant qu'un récit, fût-il douloureux, doit pouvoir être discuté sans mépris. Et c'est là où on doit regarder le cas Elidia Fugu avec un œil critique. Dans cette affaire, telle qu'elle circule en ligne, on observe le même interdit. Toute tentative de temporisation, donc attendant les faits, évitant de juger trop vite le dossier, se voit parfois requalifiée en prise de parti pour un camp qui, selon l'opinion publique, ne serait pas celui de la victime. Bref, la neutralité procédurale est perçue donc comme une trahison morale. Ce réflexe empêche d'examiner sereinement les éléments, quels qu'ils soient. J'ai beaucoup aimé lorsque la romancière est revenue sur la stricte définition du V, parce que c'est un crime strictement défini. Ce qui signifie que confondre ce crime avec des gestes déplacés, un compliment lourd, une main à la taille, revient à diluer la gravité juridique et morale du V. Cette espèce d'inflammation sémantique transforme l'espace public en terrain miné où plus rien ne s'y hiérarchise, tout devient un acte de violence, qu'il soit voulu ou tout juste maladroit. Et l'effet pervers est donc double. D'une part, on banalise le crime de V en le noyant dans des incivilités. D'autre part, on fragilise la crédibilité même des plaintes les plus graves, car elles se perdent dorénavant dans le bruit. Par rapport au cas Elidia Fugu, en ligne, les mots glissent très vite. Accusations imprécises, hashtag hyperbolique, titre choc. Cette escalade rapide qu'on a vue dernièrement sous les commentaires de son premier communiqué rigidifie les camps et empêche la qualification précise des faits, préalable indispensable à toute justice. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que ce phénomène montre un ressort méconnu. L'environnement social peut fabriquer un récit en interprétant un silence, une détresse, une humiliation amoureuse. Mais les motifs peuvent aussi se décliner autrement. Colère, jalousie, envie de vengeance, comme on l'a vu récemment. N'importe quelle force, sentiment ou élément négatif peut pousser en fait à la réalisation de ce projet malsain. Pour vous illustrer jusqu'où va le problème, je vais grosso modo vous parler du plot de l'histoire que la romancière raconte dans son ouvrage. C'est l'histoire d'une ado blessée parce que l'homme pour lequel elle a un crush l'a rejetée pour plein de raisons. Le fait qu'il soit marié et qu'elle ne soit pas encore majeure. Bref, logique. Sauf que la jeune fille entre dans un profond mutisme, elle est triste et ce que sa mère va faire, c'est que elle va s'imaginer que si sa fille broie du noir de cette manière, juste après une interaction avec le monsieur, c'est que quelque chose s'est passé. C'est que sa fille a peut-être été abusée, etc., etc. Juste pour que vous voyez jusqu'où va l'histoire. S'ensuit donc la déposition co-construite de la mère qui oriente la machine accusatoire et vu que la jeune fille ne dira rien, elle va simplement se laisser embarquer dans ce mensonge. En voilà donc que les dépositions orientées peuvent naître d'un enchaînement de malentendus légitimes mais cumulés. Ce n'est pas excuser les violences réelles, ah non, calmez-vous. C'est constater qu'il existe des erreurs de construction narrative dans des contextes émotionnels. Et quand on prend donc le parallèle avec le cas Elidia Fugu, on a là une jeune femme qui vient de perdre sa relation parce qu'elle n'a pas cessé de mal se comporter et une fois que ces manipulations ne prennent plus, elle entre dans une profonde rage, elle veut se venger et elle crée donc une version de l'histoire rocambolesque sous les conseils dérangés de son ami pour donc ruiner la vie et la carrière de son ex. Les chambres d'écho numériques amplifient donc ce phénomène. Un premier cadre interprétatif s'impose, les contributions ultérieures s'y conforment, le récit se verrouille avant toute contradiction sérieuse. La justice judiciaire exige du temps, rassembler des preuves, entendre les parties, confronter. Cependant, la justice médiatique exige l'instant, donc réagir. Entre les deux temporalités, l'écart devient destructeur. L'exemple qu'elle prend dans l'interview de Kevin Spacey, qui a été cancel du projet House of Cards pour de fausses accusations, illustre ce décalage. La sanction sociale, perte de rôle, d'image, de moyens de subsistance, tombe avant toute décision pénale et la réhabilitation éventuelle survient après, trop tard pour récupérer sa carrière brisée. Le résultat devient donc une présomption de culpabilité de fait
contraire à l'état de droit, mais cohérente avec la logique attentionnelle des plateformes. Le parallèle avec le cas Elidia Fegu est donc frappant ici. Nous avons tous vu le pic d'indignation initial manifesté par l'audience, tous ces streamers venus la soutenir en commentaire. Résultat, les rectificatifs ou nuances un peu plus tardifs de Fegu n'atteignent jamais la même visibilité. Cette asymétrie d'attention fiche donc la première impression en vérité sociale. Et nous ne devons pas oublier aussi que nous sommes en plein dans une société friande de victimes et de coupables. L'économie en fait du sensationnel. Et c'est le triste constat. Notre société a besoin de victimes et de coupables. Pourquoi? Parce que la morale spectaculaire permet de se donner bonne conscience à faible coût et d'obtenir clics, vues, émotions. Si le récit n'offre ni victime claire ni coupable désigné, alors il n'intéresse plus. Ce mécanisme n'est qu'une bizarre fusion entre l'augmentation des raisonnements, excusez-moi, woke, de l'économie de l'attention et de la dramaturgie médiatique. Sauf qu'il instrumentalise ici le registre de la justice et le pervertit. Ce qui compte n'est donc plus la vérité, c'est le récit le plus fort. Par rapport à l'affaire Elidia Fegu, nous avons vu une personnalisation agressive entre les mèmes, les surnoms, les montages, la gamification du lynchage social convertit un conflit en divertissement moral. Le public ne se contente plus d'arbitrer, il joue également et ainsi de suite. Un détail aussi que je voulais souligner, plus tard dans l'interview et donc dans la présentation du livre, l'autrice parle d'une figure signifiante, une féministe radicale qui harcèle Shirin et la menace par rapport au fait qu'elle voulait rétablir la vérité. Que cette anecdote soit romanesque ne l'empêche pas d'incarner un phénomène réel, la tentation d'interdire la contradiction au nom de la cause. Dans ce climat, toute parole qui fait vaciller un petit peu le récit est traitée en blasphème politique. S'installe alors un chilling effect. Auteur, journaliste, lecteur s'auto-censure. Le débat se réduit à l'injonction d'alignement. On l'a aussi vu dans le cas Elidia Fegu. Les commentaires en ligne montrent des pressions de camp. Il faut choisir son camp. Tout tiers discours devient intenable. La délibération donc s'éclipse. Sauf qu'entre-temps, malgré le flou, il y a les coups humains, politiques et culturels. Dans le cas du roman, Adam, personnage de Valérie Gans, perd tout. Crédit, travail, estime des proches, puis la vie. Quelles que soient les controverses littéraires, cette séquence décrit une dynamique repérable. Ostracisme, isolement, désespoir. Elle conclut en disant à ceux qui font face à ce genre de situation de tenir bon pour laisser au temps le pouvoir de réhabiliter. Sauf que c'est un message difficile parce que l'ostracisation conduit à l'asphyxie sociale. Et dans le cas Elidia Fegu, certaines phases de l'histoire, d'après ce qui circule, montrent les effets psychiques délétères du lynchage numérique. Angoisse, repli, impossibilité de continuer un travail public. D'où l'exigence de garantie de réparation symbolique si l'allégation s'avère infondée ou invérifiable. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'il y a le tort causé aux vraies victimes. Et je le dis parce que la dilution des catégories nuit aux réelles victimes authentiques. Si tout est devenu V, plus rien ne l'est, on est d'accord. L'opinion devient cynique, les institutions se surchargent, les classements sans suite se multiplient, masquant les cas graves. Ainsi, fausses accusations et accusations déformées ne nuisent pas seulement aux innocents, elles sapent la crédibilité de celles qui ont le plus besoin d'être crues et protégées. Et c'est ça que je ne cesse de dire avec ce phénomène. Une autre alerte aussi intéressante, l'interview souligne aussi un phénomène préoccupant chez les jeunes. Une vision très rigide et manichéenne des relations. Les sujets liés à la sexualité sont abordés trop tôt et il devient presque impossible de discuter sans se heurter à un discours moral absolu. On confond souvent attirance, affection et sexualité. On parle aux adolescents comme s'ils étaient déjà des adultes, en les jugeant au lieu de leur apprendre à réfléchir. Ce climat crée une sorte de perfectionnisme moral où toute relation devient compliquée. Faut-il désormais signer un contrat avant d'aimer? On risque d'y arriver, hein? Et cette réflexion, selon moi, a tout son sens parce que l'affaire Elidia Fegu constitue un cas d'école pour la littératie numérique. Apprendre à distinguer faits, interprétation, rumeurs, à respecter la présomption d'innocence, attention très important, à identifier les effets d'algorithmes qui privilégient l'émotion. Maintenant, qu'en est-il donc des pistes concrètes pour tenter un rééquilibrage éthique et procédural? Déjà, j'aimerais qu'on clarifie le vocabulaire. Réserver le mot V ou violence à son acceptation pénale. Distinguer crime, délit, agression, incivilité, maladresse. Parce que nommer juste, c'est juger juste. Réaffirmer la présomption d'innocence, charte éditoriale et plateforme. Ne pas présenter des allégations comme des faits. Garantir un droit de réponse. Éprouver les témoignages sans les mépriser. Accueillir la parole avec bienveillance, mais éviter les dépositions orientées.
entre guillemets, questions suggestives ou scénarios imposés. Parce qu'on sait très bien comment aujourd'hui on essaye de questionner une situation pour créer une certaine orientation dans les réponses. Ce qui signifie donc qu'il faudra former police et magistrats à ces biais d'entretien. Ensuite, encadrer l'emballement en ligne, lutter contre le doxing, harcèlement, menaces, introduire des ralentisseurs, limitation des trendings sur les dossiers judiciaires en cours. Et enfin, rendre visibles les réhabilitations. En cas de non-lieu, de relax ou d'acquittement, organiser une visibilité publique comparable à celle sur l'accusation initiale. Donc, prévoir des dispositifs de soutien aux innocents blanchis. Il est vrai que sans le mouvement MeToo, les victimes n'auraient jamais parlé. C'est vrai, et il faut l'affirmer avec force. Ma critique ici ne vise pas le principe d'écoute, mais des dérives procédurales qui, paradoxalement, finissent par fragiliser la cause des victimes. Ceux qui pensent que mettre des garde-fous décourage les victimes, c'est faux. Clarifier et hiérarchiser protège plutôt les victimes en renforçant la crédibilité des dossiers graves, en évitant la noyade dans un continuum flou. On entend souvent que les faux signalements sont minoritaires, sauf que même minoritaires, leur coût social est massif. Destin brisé, cynisme public, d'où la nécessité de procédures robustes et de réparation quand l'innocence est rétablie. L'héritage du mouvement donc #MeToo est ambivalent, immense au plan de la libération de la parole, inquiétant lorsqu'il se mue en tribunal populaire. Les propos de Valérie Gans rappellent selon moi une évidence qu'on avait presque honte de formuler. L'accusation n'est pas la condamnation. Retrouver une justice de la nuance, ce n'est ni nier les violences, ni abdiquer devant l'émotion. C'est simultanément protéger la parole des victimes et protéger les procédures qui font la vérité. Le temps, le doute, la précision des mots, le drama Elydia Fugu illustre donc notre époque parce que l'emballement numérique fabrique des vérités rapides aux dégâts durables, malheureusement. Si nous voulons une société plus juste, il nous faut réapprendre à ralentir, à distinguer, à écouter et à juger seulement quand l'enquête a fait son œuvre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire et à faire les gestes qui sauvent. Le like, le partage, l'abonnement et de cliquer sur le petit bouton booster pour davantage référencer la vidéo. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!